bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé du jeudi. Environ 30% de la population se plaint de maux divers qui ne s'expliquent par aucune cause précise, pourtant recherchée par des examens de plus en plus sophistiqués et performants. Ces patients en déshérence entament ou ont effectué un porte-à-porte médical à la recherche du spécialiste capable de mettre une étiquette sur leur mal-être ou leurs symptômes et surtout leur proposer une approche personnalisée plus conforme à leurs attentes. Dans son ouvrage « Non, ce n'est pas que dans votre tête », publié chez Marabout, le docteur Aurélien Benoualid, neurologue, dresse un constat sans appel et sombre d'une médecine scientifique basée sur les preuves, incapable d'envisager la singularité du patient dans ses dimensions corps-esprit, et appelle de ses voeux à une véritable révolution, la réécriture d'un nouveau contrat, la prise en compte effective de l'organe psychique, notion qu'il va bien sûr nous expliquer. Docteur Benoualid, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, c'était un petit peu compliqué. Non, ça s'est très bien passé, le train était à l'heure. Alors, on sent dans votre livre, qui m'a beaucoup intéressé, une expérience, disons, douce amère de votre spécialité. Oui, une expérience, peut-être probablement une expérience que chaque médecin dans sa vie va connaître. Ça commence par les études de médecine où on a l'impression de pouvoir embrasser du regard toutes les dimensions de l'être humain dans ses organes, dans ses pathologies et dans sa physiologie. Et puis forcément, quand on s'y intéresse d'un peu plus près et puis qu'on a en face de soi non pas des cas cliniques rédigés sur une feuille de papier, mais des individus fait de chair et d'os, eh bien on se rend compte que la complexité va au-delà de ce à quoi on nous a préparé. Et bien évidemment, à ce moment-là, c'est une petite claque qu'on se prend que de se rendre compte non seulement que la médecine qu'on propose n'est pas toujours celle qui est attendue ou celle qui est souhaitée ou celle qui fait du bien à ses patients, et puis aussi de temps en temps que la médecine, celle qui moi m'a amené à faire ce que j'aime aujourd'hui et à qui je dois tant, cette médecine ne dit pas tout. Et voilà, c'est probablement un peu d'expérience qui me fait dire ça aujourd'hui, mais du haut de ma toute petite expérience tout de même. Le constat, vous dites il y a une bascule dans les années 80. Alors pour ceux de ma génération, bien évidemment, cette bascule est encore plus importante. Vous dites vers 1980, on bascule d'une médecine qui est une médecine un peu empirique à une médecine véritablement expérimentale, basée sur les preuves. Oui, alors probablement ça remonte largement avant, mais c'est vrai que si on doit faire une frise chronologique tout à fait simplissime, la médecine il y a fort longtemps était une médecine qu'on appelait anté-scientifique, c'est-à-dire ça reposait sur les croyances uniquement. C'était Asclépios, c'était les temples, c'était les prières, c'était la nuit d'incubation pour attendre l'ordonnance du matin. Puis ensuite il y a eu la médecine effectivement plutôt empirique. Là vous remontez très loin. Je remonte très loin, mais c'est pour dresser le tableau. Ensuite c'était la médecine d'Hippocrate, l'observation. Ensuite la médecine de Claude Bernard, c'était la médecine expérimentale, et l'avènement de tout ça, c'est la médecine scientifique qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine fondée sur les faits. C'est la médecine à laquelle j'ai été biberonné et à laquelle je crois fondamentalement. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu une déviance, dont on va peut-être parler un peu plus tard, une déviance qui a fait qu'aujourd'hui, tout ce qui ne passe pas par le crible de l'evidence-based medicine n'est pas acceptable. Pour ma part, je pense qu'effectivement, tout ce qui ne passe pas par le crible de l'evidence-based medicine est quelque chose pour lequel il faudra apporter des preuves supplémentaires. Mais quand ces preuves supplémentaires ne sont pas possibles, en tout cas on ne peut pas les toucher du doigt, à ce moment-là, il faut pouvoir utiliser ce qui nous reste, c'est-à-dire l'expérience sensible qu'on a vis-à-vis du patient. Vous livrez un constat, vous dites que cette médecine finalement convient mal aux patients, vous dites elle entraîne un véritable fossé entre ce qui est la demande des patients et l'attitude générale du corps médical. Vous dites que cette situation est même éruptive. Oui, c'est vrai que moi, le constat que j'ai fait il y a quelques années était assez simple. On a une médecine qui est redoutablement efficace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des molécules extrêmement précises, extrêmement efficaces. L'espérance de vie a doublé, la mortalité en couche a disparu. On a vraiment entre nos mains, nous les médecins, un outil qui est remarquable, mais paradoxalement, moi j'ai pu constater avec les patients qu'il y avait quelque chose de l'ordre du lien qui se délitait, et qu'effectivement pour les patients avoir une action sur le volume tumoral, avoir une action sur l'espérance de vie, ça n'est pas tout.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine qu'on propose, souvent, pas toujours, bien évidemment, elle est basée sur cette efficacité-là, mais finalement, la relation qu'on peut avoir avec le patient, ou la singularité du patient, passe un petit peu en second plan, et finalement, parfois, la médecine qu'on fait aujourd'hui est moins satisfaisante pour les patients que la médecine qu'on pratiquait naguère, et qui était probablement beaucoup moins efficace. Vous le dites, c'est tout à fait paradoxal, c'est-à-dire que c'est une médecine qui est de plus en plus efficace, avec une imagerie qui est presque parfaite, on voit à l'intérieur du corps, et des patients qui, eux, sont désorientés, ont de moins en moins confiance. On voit le problème de certains médicaments, le problème des vaccinations, on a du mal quand même à convaincre les patients. Le lien de confiance est en train de se rompre, ou alors il est déjà rompu en bonne partie, mais évidemment, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les gens se tournent vers d'autres alternatives. C'est simplement on va en parler. Voilà, ils sont peut-être pas satisfaits de ce qu'on leur propose aujourd'hui. Mais bien évidemment, je garde en tête que la médecine est remarquable en termes d'efficacité, et qu'aujourd'hui on ne peut pas se prétendre être médecin si on ne tient pas compte également de cette efficacité. Mais elle n'est pas tout. Alors vous allez plus loin dans votre livre, vous dites cette évolution scientiste a quelque part éliminé la part métaphysique de l'individu, elle est à l'origine de la décadence de la médecine et de la déshumanisation de la société. Voilà, je suis allé très très loin, effectivement. Voilà. Non mais vous pouvez non, je vais pas me rétracter, je vais pas me dédire, mais non, c'est vrai que cette perte de lien, elle a beaucoup de conséquences. Je peux peut-être vous l'illustrer avec juste une petite vignette clinique. Une patiente qui est venue me voir pour ce qu'on appelle des douleurs pelviennes chroniques. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs périnéales qui sont très intenses, qui évoluent depuis l'adolescence. Impossible d'avoir des relations intimes. Grande difficulté à être dans certaines positions, à rester assise face à son ordinateur. Un lien social, un lien familial, un lien professionnel qui a tendance à se déliter. Et puis, quand on pose la question un peu de l'interrogatoire, moi, ce sont des questions que je pose maintenant systématiquement. Est-ce qu'il y a eu des attouchements sexuels, une agression sexuelle? Il sort effectivement des yeux très écarquillés en disant, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Oui, il y a eu des attouchements sexuels de telle période à telle période. Puis ensuite, la conversation se lie, et puis elle me raconte que sa mère s'est suicidée, qu'elle avait une descente d'organes. Enfin voilà, moi, je suis pas psychologue, donc je sais pas forcément quoi faire avec tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si on utilise la médecine fondée sur les preuves, l'agression sexuelle, on va pas forcément s'y intéresser, parce qu'aucune étude ne va pouvoir montrer un lien statistique suffisant. Pareil pour l'histoire familiale avec la maman. Mais simplement, quand on est face à une personne comme ça, on sent bien, on le sait, et la plupart des gynécologues, la plupart des médecins de la douleur le savent, il existe un lien important entre l'histoire d'un individu, l'histoire familiale de ce patient, et les symptômes qu'il va pouvoir déclencher. La seule chose que je dis, c'est que même si les mécanismes sont parfois encore moyennement bien compris, si on part du principe que comme ça ne peut pas être prouvé par un lien statistique, il ne faut pas l'évoquer avec le patient, il ne faut pas l'impliquer dans sa prise en charge, ça c'est source de catastrophe, parce que bien évidemment pour cette patiente-là par exemple, il est tout à fait pertinent de pouvoir proposer une prise en charge psychothérapeutique adaptée, de pouvoir dénouer des choses. Je dis pas que la seule cause est une cause psychologique, pas du tout, mais en tout cas, il est très important pour le bien-être de cette patiente-là d'accéder à cette question et d'accéder à cette réflexion. Mais dans la médecine par l'épreuve, vous dites le praticien raisonne par algorithme et quelque part anonymise la plainte. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations, il y a des critères. Alors parfois, on va poser un critère. Alors moi, je suis neurologue, on va dire. Nous allons utiliser des critères qui s'appellent les critères de McDonald pour dire s'il y a une sclérose en plaques ou pas. Et on va utiliser nos connaissances sur les traitements pour définir si à partir de ce qu'on voit sur l'IRM, il faut proposer un traitement. Si on suit l'algorithme, effectivement, on va être amené à proposer un traitement à un patient. Simplement, si on ne tient pas compte de la complexité du patient qui est en face, on va pouvoir crisper le patient autour de cette question du traitement d'emblée. Et le patient va peut-être ne plus vouloir être traité, va même parfois ne plus vouloir être suivi par un neurologue. Parce que vous dites, en fait, le médecin actuellement soigne tout le monde pareil. Oui, le médecin soigne à peu près tout le monde pareil, puisque justement la médecine fondée sur les faits, elle a pour objectif de s'affranchir de la part de subjectivité. Or, quand on traite un animal particulier qu'est l'être humain, il y a cette subjectivité qui rentre non seulement en ligne de compte, mais qui rentre dans la biologie de l'individu et dans les symptômes qu'il va présenter, et parfois même dans les lésions qu'il va développer. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est probablement le seul animal dans lequel la subjectivité va avoir un rôle aussi prépondérant. Le patient, en fait, lui ne se reconnaît plus dans le portrait de la médecine contemporaine. Je pense que le conflit vient de là. Le patient, lui, ça ne l'intéresse pas de faire
d'être une statistique parmi d'autres statistiques. Le patient, lui, ce qu'il vient chercher chez le médecin, en tout cas je le pense, il vient chercher des solutions à son problème, à lui, et pas les solutions que l'on propose à tous les problèmes de manière statistique pour avoir une efficacité la plus grande possible. Donc il faut tenir compte de cette particularité, mais effectivement, souvent j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que me disent les patients, ils me disent, ben voilà, vous êtes le 4e médecin que je vois, parfois ils sont pas contents de ce que je leur dis aussi, hein, mais ils me disent, ben voilà, on me dit c'est dans ma tête, moi c'est pas dans ma tête. Quand j'ai mal dans la jambe, j'ai mal dans le bras, j'ai mal au périnée, j'ai mal dans la tête. Vous n'aimez pas, c'est dans la tête. Vous dites, il y a toujours quelque chose dans le corps. Oui, mais pour un neurologue, dire que c'est dans la tête. Alors, tous les auditeurs, hein, si vous avez un médecin qui vous dit c'est dans votre tête, vous avez 2 possibilités. Soit vous partez, soit je vais faire un numéro vert et vous pourrez appeler, on ira démonter sa plaque dans la nuit. Non, mais je rigole, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est dans la tête. Voilà, je vous propose une petite pause musicale avant bien évidemment de revenir sur les maladies psychosomatiques et des formules fortes que vous avez. Vous dites nous sommes des migrants psychosomatiques. Aurélien Benolide, non, ce n'est pas que dans votre tête, pour en finir avec le tableau des maladies psychosomatiques chez Marabout. Justement, à propos de maladies psychosomatiques, vous dites nous sommes des migrants psychosomatiques, des naufragés en quête de reconnaissance de notre part métaphysique. Oh oui, effectivement. Je ne reprends que vos propos. En fait, le problème corps-esprit est quelque chose qui a agité et qui agite encore les connaissances, les intelligences et les cerveaux de toute l'humanité. Et c'est de là que viennent bien évidemment les religions, la médecine, la philosophie. C'est justement de savoir un petit peu, est-ce que chez l'être humain, comme tous les autres animaux, est-ce qu'il est vraiment uniquement comme tous les autres animaux, c'est-à-dire un corps avec un
un cerveau qui régit un peu les comportements, ou est-ce qu'il y a une spécificité ou une singularité qui, pour ma part, ne se situe pas du côté de l'ésotérisme, mais est-ce qu'il n'y a pas une spécificité liée aussi au développement du cerveau, mais pas que, de l'être humain? Donc oui, des migrants psychosomatiques, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que c'est dans la tête d'un patient, comme on disait juste avant, c'est-à-dire que quand c'est le corps et l'esprit, pour un neurologue, c'est quelque chose de très difficile à séparer. Vous rapportez un dialogue, soit imaginaire, soit probablement qui a pu exister entre que des choses qui se sont passées, mais que entre vous et un de vos collègues, et qui vous dit mais les maladies psychosomatiques, moi je n'y crois pas, c'est juste des maladies qu'on ne sait pas diagnostiquer. Nous, on fait de la vraie médecine. On ne papote pas. Ah oui, non, c'est pas du tout romancé. ça sent le vécu. Oui, en fait, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que quand on parle de maladies psychosomatiques, aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde parle de psychisme, tout le monde parle de psychologie. Moi, il y a une image que j'aime bien donner, c'est celle d'une grande porte ouverte, mais qui est dessinée sur un mur en briques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la porte est ouverte, alors on y va. La porte ouverte, c'est les maladies psychosomatiques, voilà, on en parle beaucoup. Mais dès qu'on essaye de s'y approcher un petit peu, on se cogne le bout du nez ou on se cogne la tête, parce que tout simplement, au fond des choses, les gens n'y croient pas vraiment. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler des maladies psychosomatiques, de dire qu'il peut y avoir un facteur psychique à telle évolution à telle maladie ou à tel symptôme, etc. Mais lorsque le patient est confronté dans la dure réalité avec un patient qui présente une véritable lésion, qui présente un véritable handicap, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit neurologue ou qu'on soit psychiatre, on a toujours tendance à se dire non, mais là c'est pas possible, là il y a quelque chose. Et le fait de dire là il y a quelque chose, ça signifie à contrario que quelque chose de psychosomatique, c'est qu'il n'y a rien. Or moi je suis un matérialiste jusque-boutiste, je comprends pas ce que ça veut dire il n'y a rien. C'est-à-dire, ou qu'on m'explique alors à ce moment-là si c'est de la magie ou autre chose, mais tout symptôme même psychosomatique repose bien évidemment sur la biologie, sur une lésion. Alors peut-être qu'il faut redéfinir le terme de lésion, mais ce qui est certain, c'est qu'on est tous des migrants psychosomatiques parce que nous sommes tous des êtres doués de parole, doués d'une histoire qui se prolonge au-delà de l'histoire propre de l'individu, et que donc une grande partie des symptômes que l'on va présenter vont s'inscrire dans une filiation, pas seulement une filiation matérielle et génétique, mais dans une filiation immatérielle et idéologique, avec des mots, des phrases, des gestes. Et c'est dans ce sens-là que on ne peut pas considérer l'être humain comme un simple animal équivalent à tous les autres animaux. C'est pour ça que quand j'évoque un peu la médecine que j'aimerais bien observer, et demain, il y a une partie de la médecine qu'on appelle la médecine vétérinaire, elle est indispensable. C'est le socle. Mais c'est un quart de la médecine qu'il faudrait pouvoir proposer à son patient. C'est un des 4 piliers dont on parlera vers la fin de l'émission. Je voudrais qu'on reste sur les patients fonctionnels, les patients dits psychosomatiques. Quand on dit fonctionnel, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de cause. Et vous racontez dans votre livre une jeune patiente qui est hospitalisée dans le service où vous étiez. Tous les examens sont normaux. Vous dites c'est probablement la patiente qui souffre le plus dans le service, mais elle souffre du psychisme et du coup elle dérange. Elle souffre de quelque chose qui dans l'esprit des médecins qui la prennent en charge n'existe pas. Donc forcément, elle occupe un lit qu'elle ne devrait pas occuper, puisque d'autres patients qui en auraient véritablement besoin ne peuvent pas l'occuper. Et donc ce sont des patients dont on va se débarrasser. On s'en débarrassait déjà il y a quelques années, on s'en débarrasse encore aujourd'hui. Vous utilisez dans votre livre d'ailleurs, alors j'y viens, des diagnostics débarras. Et j'ai le sentiment que certaines maladies, même actuelles, sont des diagnostics débarras. Oui, bien sûr. Autrefois, il y avait beaucoup de spasmophiles, après il y avait beaucoup de fibromyalgiques, maintenant il y a beaucoup de maladies de Lyme, plus ou moins authentifiées. Qu'en pense le neurologue ? Ouais, alors j'en pense que je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Là aussi, je vais me permettre une toute petite digression. À l'époque de Charcot, il y avait les grandes crises d'hystérie qui remplissaient les lits de la Pitié-Salpêtrière avec des patientes qui se mettaient en épistotonos avec des cris orgasmiques, des choses extrêmement théâtrales. On n'en voit quasiment plus aujourd'hui. Ensuite, mes maîtres me racontaient que les cabinets de neurologues étaient remplis de spasmophiles. On ne les voit plus, docteur Benwalid, pour quelle raison? C'est moins théâtralisé? Non, les psychotropes, ils sont un peu pour quelque chose? Non, je pense que c'est encore plus complexe que ça. Je pense que ce sont des syndromes. Donc, le syndrome, c'est association non fortuite de symptômes. Ce sont des syndromes qui sont associés à un état contextuel de la société.
Et donc, à l'époque, c'était l'hystérie. Ensuite, il y a eu la spasmophilie. Ensuite, il y a eu la grande épidémie de dépression, qui est encore le cas aujourd'hui. Ensuite, il y a les burn-out qui sont quand même nettement plus récents avec une sémiologie différente. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que la plainte s'est raréfiée, la plainte s'est simplifiée et les patients viennent nous voir en disant « j'ai mal ». Vous avez mal où? J'ai mal partout, j'ai mal. C'est-à-dire que la fibromyalgie, c'est le mal partout. Et la fibromyalgie, c'est effectivement cette douleur partout, cette douleur qui est handicapante, cette douleur qui est déprimante, cette douleur qui est insupportable et qui n'est pas vraiment prise en charge. Alors on met un nom aujourd'hui, on appelle ça la fibromyalgie. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça fera peut-être l'objet d'une autre conversation, mais vous êtes plus intéressé par la souffrance. Là, j'évoque l'électrosensibilité parce qu'effectivement, là maintenant, souvent, on est amené à voir des patients qui se disent électrosensibles. Aucun examen pour les authentifier. Donc la médecine expérimentale est vraiment tout à fait mal à l'aise. Et vous dites derrière, il y a quand même une réelle souffrance. Il y a une qualité de vie qui est altérée, il y a un isolement social. Et ce patient a une double peine. C'est-à-dire, il y a la souffrance et il y a le mépris d'une partie du corps médical. Oui, mais alors la médecine, c'est pas qu'elle connaît pas l'électrosensibilité. La médecine académique, c'est qu'elle considère, à mon sens, à juste titre, qu'il n'y a pas d'électrosensibilité. En fait, voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Oui, tout à fait. Non, mais moi, ce sont des concepts qui sont construits, si vous voulez. Et là où la médecine académique, elle est utile, c'est pour dire, bon, ben, ça ne relève d'aucun processus. Mais moi, je me fiche un peu, excusez-moi le propos, de savoir si c'est de la fibromyalgie, si c'est de l'électrosensibilité. Moi, j'essaie d'être honnête avec le patient. Donc, électrosensibilité, je vais jamais abonder dans le sens d'une électrosensibilité. Vous fichez du diagnostic, hein. Je me fiche pas du diagnostic, mais quand on est quand on a réussi à éliminer les choses graves, les choses évolutives, les choses qu'on sait diagnostiquer, à un moment donné, il faut juste accepter, se mettre en position basse et accepter que le patient est en souffrance. Là, cette patiente qui a une électrosensibilité, elle souffre de manière tout à fait évidente. Elle peut plus travailler. Elle peut même plus se tenir en face de quelqu'un dans certaines situations. Donc, elle a un handicap qui est majeur. Mais ni elle est reconnue comme ayant une maladie chronique, ni elle est reconnue auprès de la MDPH comme ayant un handicap, alors que pour autant, la patiente a un handicap qui est absolument réel. Mais cette réalité-là, elle n'est pas vue, elle n'existe pas aux yeux de certains médecins, pas de tous bien évidemment, ou en tout cas aux yeux de la société, puisque la société non plus ne les reconnaît pas comme étant malades. La sécurité sociale ne va pas les mettre en ALD, en affection longue durée. La maison départementale pour les personnes handicapées ne va pas reconnaître de handicap ou quoi que ce soit. Donc ce sont des patients qui sont dans un no man's land. Et bien évidemment, si en plus on leur reproche d'aller chercher ailleurs les réponses que nous on leur donne pas, là il y a une grave injustice. Vous avez une jolie formule, vous dites, dans ces cas-là, le patient a besoin d'un passeur. Alors le passeur, il peut être institutionnel, c'est le médecin, le neurologue, ou il peut être parfois clandestin, vous dites, en situation c'est-à-dire irrégulière mais tolérée. Je parle de la frontière, si vous voulez, la frontière effectivement entre le matériel et l'immatériel, entre le psychisme et le corps, si vous voulez, si vraiment on veut repartir sur cette dichotomie. Et oui, le passeur, c'est quelqu'un qui va aider cette personne qui est dans un no man's land à trouver une terre d'accueil. Et cette terre d'accueil, parfois, ça passe par le médecin homéopathe, acupuncteur ou quoi que ce soit. Et je dis pas que c'est la panacée, parce que, il me semble-t-il, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et en premier lieu, le fait de ne pas mentir à son patient et de ne pas lui faire croire que dans un granule homéopathique, il y a une substance active. Il me semble que c'est prendre le patient pour un imbécile. Et ça, moi, j'aime pas faire ça. Vous avez le sens du mot, parce que sur les médecines alternatives, vous dites que c'est une démarche non pas métaphysique, mais paraphysique. Mais oui, aujourd'hui, moi, ce qui me désole, c'est la chose suivante, c'est-à-dire le patient souffre d'un désordre métaphysique. Métaphysique, pas dans le sens ésotérique, mais dans le sens quelque chose qui n'est pas accessible par nos connaissances physiques actuelles. Et par rapport à un problème métaphysique, on va pas le prendre en charge sur un plan métaphysique, comme il faudrait le faire, j'imagine, mais on va lui dire, oulala, vous savez, l'homéopathie, les médecins, ils y croient pas, mais ils savent pas ce que c'est. En fait, on reste dans le matériel, on reste dans de la physique, mais dans de la physique dégradée, dans de la physique qui est non démontrée, dans de la physique qui a été démontrée que ça ne marchait pas. Et donc, peut-être que ça a une place dans l'arsenal thérapeutique. Je dis pas l'inverse, parce que c'est peut-être mieux que rien de pouvoir proposer ça. Mais c'est un ersatz. Vous expliquez dans votre livre, vous dites de ne pas considérer l'effet placebo est presque une faute professionnelle. Non, mais pour moi, même si l'homéopathie est un effet placebo, il n'y a pas de raison de la rejeter. Pour moi, c'est un crime de négliger l'effet placebo. Oui, bien sûr que l'homéopathie est un placebo. C'est peut-être un bon placebo, c'est peut-être un meilleur placebo qu'un autre. Certains disent le meilleur des placebos. Oh, je pense pas, parce que je pense que pour des personnes qui ont une autre
l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise va être nettement plus efficace. Donc non, je pense que c'est un placebo comme tous les autres placebos, mais par contre, négliger le placebo, et ça, on peut peut-être y passer une minute dessus, c'est quand même hyper important, c'est-à-dire que le placebo, il se définit par rapport au médicament. Le placebo, c'est donc une substance non active qui va avoir une efficacité thérapeutique. Et pourquoi je dis elle se définit? Parce que le médicament, lui, non, c'est le médicament qui se définit par rapport au placebo. Le médicament fait mieux que le placebo. Ça veut pas dire que le placebo marche pas. Et comme dans les symptômes psychosomatiques, on est quand même souvent dans des situations dans lesquelles on n'a pas de médicament à proposer. Or, il n'y a pas un médecin sur Terre qui ne connaît pas l'effet placebo. On sait qu'une molécule, qu'une substance non active peut avoir entre 20 et 50% d'efficacité. On a tout ça dans notre poche droite de pantalon. Et lorsque le patient est en face de nous et qu'il se plaint d'un symptôme, d'une douleur et qu'on n'a rien à lui proposer, on lui dit « j'ai rien ». À ce moment-là, on devrait avoir la poche qui brûle un peu parce qu'on a quelque chose dedans qui marche et qu'on propose pas. Et ça, c'est absolument pas normal. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'essaie de proposer le placebo éclairé à tous mes patients. Il n'y a aucune raison de les priver d'un effet placebo, ce d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, depuis une étude publiée dans Pain 2017, qu'on n'a pas besoin de mentir aux patients. On n'a pas besoin de lui dire, vous savez, dans ce placebo, il y a quelque chose de fondamentalement très fort qui va être efficace. Non, on peut lui dire, le placebo, c'est une substance inactive, mais je vais vous la prescrire parce que je sais que vous avez besoin qu'on vous prescrive quelque chose et je vais vous suivre. Je vais continuer à voir comment évoluent les symptômes, je vais vous examiner, vous allez me raconter comment ça marche et ça va être efficace. Et le placebo est efficace même quand on dit que c'est un placebo. Le patient n'a pas l'orgueil scientifique du médecin. Mais alors ça c'est ce qu'on se dit quand on n'est pas face pas face au patient. Et je peux vous dire que quand je suis face au patient et que je lui explique ça, les patients d'abord lèvent un sourcil, ils me disent mais c'est du placebo, mais vous moquez de moi. Et là, ça permet d'engager la conversation et de leur expliquer comment c'est beau l'effet placebo, comment c'est quelque chose d'absolument miraculeux et qu'il faut chercher à tout prix le moyen de pouvoir actionner ce levier que les médicaments classiques n'actionnent pas nécessairement. Alors, dans votre livre, il y a bien évidemment les réflexions du médecin et neurologue que vous êtes, inquiet de l'évolution de sa pratique et inquiet de la relation médecin-malade. Vous dites d'un lien de confiance, on a glissé vers un lien de subordination avant d'entrer dans une forme de méfiance. Et on en est vraiment là. Le patient s'informe avant de venir et c'est tout à fait naturel. Mais le médecin a tendance à être suspicieux que le patient s'informe. Et puis bien entendu, le moyen. C'est énervant pour le médecin, le patient qui n'a qu'une page internet. Moi, ça ne m'énerve pas dans le sens où c'est normal. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai des choses que je ne connais pas, je vais parce que tout ce qui est hors médical et même en médecine, ce qui est pas dans ma discipline et même dans ma discipline, ça m'arrive. Et on fait des recherches internet, c'est tout à fait normal. Ceci dit, après, c'est important de pouvoir critiquer dans le sens de l'échange avec un médecin les informations qu'on a pu percevoir sur internet et donc non, c'est pas énervant, les patients sont impliqués dans leur maladie, les patients d'abord premièrement ils souffrent et s'ils avaient en face d'eux des médecins qui leur donnaient toutes les réponses, je suis sûr qu'ils iraient moins chercher sur internet. Vous lancez dans votre livre un cri: nous méritons mieux que la médecine désenchantée qu'on nous impose. Qu'est-ce que vous mettez derrière le désenchanté? Mais alors, le désenchantement, c'est un concept parce qu'en conclusion de votre livre, vous dites qu'il faut enchanter la médecine. Donc, déjà, expliquez-nous. Mais le désenchantement, ça déborde. Vous l'avez expliqué au début, c'est ce que... Non, pas forcément, mais le désenchantement, ça déborde du cadre de la médecine. Le désenchantement, c'est de dire qu'on est des animaux, et que on est des animaux à la surface d'une planète qui est beaucoup plus vieille que nous, dans un système solaire qui est beaucoup plus grand que nous, noyé dans une infinité de choses, et que finalement, oui, désenchanté, c'est-à-dire que quand moi j'étais petit, je voyais autre chose pour l'être humain, dans ce qu'on m'a raconté, dans ce que j'ai appris à l'école, etc. Pour moi, l'être humain avait quelque chose d'autre, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on découvre chirurgicalement l'être humain, plus on a tendance à le désenchanter, à dire voilà. Et aujourd'hui, le comble du désenchantement, c'est de dire que l'être humain n'a même peut-être plus sa place dans l'équation de la planète, et de dire qu'avec les mouvements écologiques, l'être humain est un virus, l'être humain est une cellule tumorale qui appartient à un organisme beaucoup plus grand. Non, je trouve quand même, et c'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai fait de la neurologie. Alors pendant longtemps je me suis gouré, je pensais que c'était dans le cerveau que ça se jouait, mais c'est pas tout à fait dans cet organe-là. Mais l'être humain dispose d'une singularité tout à fait particulière qui le rend fort heureusement incomparable vis-à-vis des autres espèces, et donc c'est important dans un univers où on a l'impression de tout comprendre de l'être humain, de sa maladie, de sa morbidité, de
sa mortalité, très important de se rendre compte qu'il y a encore toute une part qui vient enchanter l'être humain et qui vient l'enchanter parce que tout simplement elle est inaccessible à une partie de la médecine ou à une partie de la connaissance scientifique. Vous reprochez, docteur Benoît-Lide, à la neurologie de s'être séparée ou éloignée de la psychiatrie? Moi, je reproche pas. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce qu'effectivement, faut pas s'étonner qu'on puisse en arriver à dire que c'est dans la tête de son patient lorsqu'on a séparé la neurologie de la psychiatrie. Alors, vous dites même la psychiatrie a viré au scientisme. Bah oui. Alors, la cardiologie, ça s'occupe du cœur. Il y a pas de souci. Quand on a la diarrhée, on va chez le gastro-entérologue. Quand on a une dyspnée, du mal à respirer, on va chez le pneumologue. Le neurologue, on arrive à comprendre à peu près ce qu'il soigne. Mais on peut se poser la question du psychiatre. C'est quoi l'organe du psychiatre? Aujourd'hui, l'organe du psychiatre, c'est le cerveau. Et à mon sens, c'est une erreur importante. C'est-à-dire que le cerveau n'explique, bien évidemment, le psychiatre, lorsqu'il s'intéresse aux psychoses, à la schizophrénie, aux troubles bipolaires, il s'occupe d'entités syndromiques qui sont assez cohérentes, avec une base organique, parfois même génétique assez claire. Mais dès qu'on s'intéresse au patient dans sa complexité, lorsqu'il a des symptômes plutôt d'origine psychosomatique, lorsqu'il développe des névroses, lorsqu'il développe des difficultés relationnelles, lorsqu'il développe certains symptômes douloureux, et bien là, à ce moment-là, imaginez que la réponse, elle se situe uniquement dans le cerveau, à grand renfort d'IRM fonctionnel. Je pense que c'est un peu se méconnaître sur la nature humaine. J'étais frappé, intéressé, étonné même par ce que vous dites sur les thérapies comportementales. Vous dites en prenant le pouvoir, elles ont signé l'acte de décès de la psychanalyse. Elles sont précisément les représentantes d'une psychiatrie standardisée et scientifique qui correspond à la médecine par les faits. Oui, aujourd'hui, la psychiatrie, la Bible de la psychiatrie, c'est ce qu'on appelle le DSM. C'est une encyclopédie tenue par qui répertorie les différentes maladies mentales, qui encore il y a quelques années avait des critères pour définir l'homosexualité comme une maladie mentale, et qui aujourd'hui l'a enlevé, mais qui est encore présente. On est tous inscrits quelque part dans le DSM si on coche les bonnes cases. Donc oui, aujourd'hui, la psychiatrie, le problème, c'est qu'elle se veut très standardisée. Elle pose des normes dans une société. Et cette norme, ce sont pas des normes de tension artérielle, ce sont pas des normes de fréquence cardiaque ou de volume cérébral, ce sont des normes qui touchent au comportement, qui touchent à la créativité, qui touchent à l'humeur, qui touchent à des choses qui sont à manipuler, me semble-t-il, avec plus de précautions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de normes, bien évidemment, mais il faut les manipuler avec des précautions supplémentaires parce qu'elles touchent à la dignité humaine, elles touchent à un organe qui est l'organe psychique dont on parlera peut-être plus tard. Voilà, je vous propose une très courte pause publicitaire avant de parler de l'organe psychique. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Je reçois aujourd'hui le docteur Aurélien Benoît-Lide, neurologue, pour son ouvrage « Non, ce n'est pas que dans votre tête », publié chez Marabout. Je souhaiterais, docteur Benoît-Lide, qu'on évoque l'organe psychique. Vous en parlez beaucoup dans votre livre et vous dites c'est un organe à part entière dont on ne tient pas suffisamment compte. On a parlé tout à l'heure des maladies psychosomatiques. Est-ce que ce seraient des maladies somatopsychiques ou c'est réducteur ? Bon, en tout cas, ce seraient des maladies qui tireraient, parce qu'une maladie ou un symptôme est associé habituellement à une lésion. Et cette lésion, au lieu de se situer forcément dans le cerveau, elle se situerait plutôt dans un organe que j'ai nommé l'organe psychique. Alors, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, qu'on se le dise. D'autres parlent d'appareil psychique. Enfin, je veux dire, mais je trouve que le terme d'organe, il est à la fois iconoclaste, parce que les gens vous diront un organe, c'est du tissu entouré d'une séreuse, etc. Mais je trouve en même temps qu'il a l'avantage d'ancrer le psychisme dans de la matérialité. Moi, j'aime bien votre formule qui pour moi est une question essentielle. Si la santé, c'est le silence des organes, quel organe est atteint lorsqu'un patient souffre de symptômes d'origine psychique ? Ben voilà, et tout à fait. Et d'ailleurs, pour les patients ou pour certains médecins, lorsqu'un jour on vient et qu'on dit au bout de 15 ans de recherche pour des symptômes d'origine psychosomatique, on va dire ah ben voilà, en fait on a trouvé, maintenant on m'a fait une biopsie, j'ai vu quelque chose, il y a une lésion, donc vous voyez bien docteur que c'était pas psychosomatique. Ça veut dire que si c'est psychosomatique, ça repose sur rien. Or moi je suis plutôt pragmatique. Quand ça repose sur rien, il y a rien, et quand il y a quelque chose, c'est que ça repose sur quelque chose. Mais ce quelque chose, compte tenu de la complexité de l'être humain et notamment de la complexité de son cerveau, ce quelque chose
il nécessite qu'on s'y intéresse de plus près et qu'on étaye un peu sa pensée par rapport à ça. J'aime bien votre métaphore de la boule de glaise. Oui, la boule de glaise, alors sans rapport direct avec le golem, mais la boule de glaise, j'ai longtemps réfléchi en pensant, mais qu'est-ce que c'est que finalement l'organe psychique ? Bien sûr que l'organe psychique, il est quand même majoritairement en lien avec le cerveau, mais c'est pas le cerveau. C'est ce que je disais avant. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine pour faire de la neurologie, ce qui m'intéressait, c'était le problème corps-esprit. Pendant 10 ans, je me suis gouré, j'ai pensé que le problème corps-esprit, il trouvait sa réponse dans le cerveau. Et puis je me suis rendu compte il y a quelques années, en fait, c'est pas l'organe cerveau qui pose problème. L'image de la boule de glaise, c'est la suivante. On est tous avec un cerveau qui est à peu près le même, qui est conservé depuis des générations et des générations, transmis par l'hérédité génétique, légèrement modulé par l'épigénétique, mais globalement, on a tous à peu près le même cerveau quand on est. Et c'est ce cerveau, on peut l'imaginer comme étant une boule de terre glaise. Voilà. Et puis, c'est une boule d'argile. Et cette boule d'argile, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un geste, à chaque fois qu'il va y avoir une interaction, à chaque fois qu'il va y avoir une pensée, un rêve, un cauchemar, une idée, une lubie, et bien à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie d'un individu, il y a une petite bosse. On donne un petit coup de marteau sur cette boule d'argile, et finalement, elle va prendre une forme qui va être très différente d'une personne à l'autre. Et même si à l'IRM fonctionnel, même si à l'IRM on voit aucune différence parce que le cerveau est le même, eh bien on a tous des boules d'argile qui ont une forme de statut qui est parfaitement différente les uns des autres. Moi, la mienne, j'en connais quelques grands axes. J'imagine que la Shoah a dû laisser un certain nombre d'empreintes. J'en ai certaines conscientes, d'autres qui sont très vraisemblablement inconscientes. Le juif imaginaire d'Alain Finkielkraut. Voilà, probablement le départ de mon père du Maroc a laissé des traces. Puis toutes les interactions que j'ai pu avoir au sein de ma famille, de ma fratrie, au sein de mes amis, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ont finalement forgé une boule d'argile qui aujourd'hui n'est plus du tout une boule, mais est une sculpture. Et vous dites malheureusement cette transmission n'est pas matérielle. Elle ne peut pas être matérielle pour des raisons techniques. On ne peut pas visualiser ça car c'est un degré de complexité qui est simplement inimaginable. Donc non accessible aux outils actuels, c'est ce que j'appelle observationnels et statistiques. C'est ce que j'appelle la métaphysique, c'est-à-dire qu'en réalité, si on veut l'être jusque boutiste, on n'est jamais que dans la physique. Mais en fait, on est dans une physique qui est tellement complexe qu'à partir du moment où on a l'impression, ou l'intuition, ou basé sur des calculs, que on n'arrivera jamais à pouvoir justement comprendre ou avoir une vision globale de cette boule d'argile, on peut considérer qu'elle est métaphysique. Mais bien évidemment, à aucun moment je traverse la ligne rouge de l'ésotérisme, et on est toujours dans de la physique, mais dans de la physique qui est d'une complexité incommensurable. Les territoires perdus de la médecine, bien évidemment, référence aux territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la médecine, 17 millions de personnes qui ont des douleurs chroniques en France. Un nombre d'entre elles n'ont pas de diagnostic causal ou de diagnostic étiologique retenu. Donc pas de prise en charge proposée. Ces gens-là, ils sont dans un territoire perdu de la médecine. Il n'y a aucun médecin qui est en mesure de leur proposer quelque chose. On vit dans l'illusion qu'on est dans un monde où la douleur peut être traitée par des médicaments, mais c'est pas le cas des consultations. On a de moins en moins de médicaments antidouleurs. Oui, et puis tout médecin vous dira qu'en consultation, les patients souffrent, les patients ont des douleurs, les patients ne sont pas soignés forcément. Vous dites, il n'y a pas de douleur imaginaire. Le patient qui vient voir, s'il a mal, il a mal. Ah non, les patients qui simulent, je crois que j'en ai quasiment jamais vu. C'est pas faute de les chercher. Donc non, les patients qui viennent et qui ont mal, ils ont une véritable douleur. Une douleur qu'on peut quantifier, une douleur qu'on peut suivre, une douleur qu'on peut essayer d'améliorer, mais cette douleur, elle est toujours très présente. Et leur dire que c'est dans la tête, ou leur dire que, finalement, on n'a rien trouvé, les IRM sont bien, c'est bien, c'est normal. Eh bien ça, c'est premièrement d'une grande violence. Et deuxièmement, ça fait que l'individu se retrouve face à un mur. Et quand je dis que c'est un territoire perdu, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont perdus pour la cause de la médecine parce que ils vont nécessairement aller voir ailleurs. Et cet ailleurs leur proposera quelque chose parce que déjà, il y aura une écoute au départ différente qui sera de dire, la médecine traditionnelle, la médecine dite allopathique, elle ne vous a pas écouté, mais moi, je vous écoute et moi je vais essayer de vous trouver des solutions.
Et voilà, moi je me souviens juste comme ça, en consultation, dans une même après-midi, j'avais eu une patiente avec une sclérose en plaques qui était en fauteuil roulant, qui n'était pas capable de se déplacer toute seule, mais qui était un rayon de soleil, le sourire, des projets, un mari, des enfants, voilà. Et puis finalement, quelques consultations après, une dame du même âge, avec un examen clinique parfaitement normal, mais qui avait des céphalées de tension et qui en était à plusieurs tentatives de suicide, qui n'en pouvait plus. Et dans un cas, le monde médical dit à la personne qui a une sclérose en plaques, voilà, c'est grave, il y a une maladie dégénérative, inflammatoire, voilà. Et dans l'autre cas, non, c'est normal, tout va bien. Alors qu'en réalité, quand on essaie d'avoir face à soi une idée un peu objective de la situation, on se rend bien compte que la personne qui a des céphalées de tension tout à fait banales, chez qui le pronostic vital ou fonctionnel n'est peut-être pas engagé immédiatement par la maladie, est dans un degré de souffrance qui est encore bien plus marqué. Donc là, voilà, le territoire perdu, c'est de dire... Comment on mesure, docteur Benwalid, la souffrance pour la douleur, on a des échelles de la douleur, de 0 à 10. Et pour la souffrance... Mais j'aurais tendance à dire, c'est flagrant quand les patients sont désocialisés, quand les patients ont coupé les ponts avec la famille, quand les patients sont en arrêt de longues maladies parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir travailler, me semble-t-il, on est dans une forme de handicap ou dans une forme de souffrance qu'on arrive à toucher du doigt. Mais là aussi, si on utilise uniquement des échelles de l'humeur ou des échelles de la douleur, on risque de passer à côté de la réalité du patient. Sous prétexte de vouloir utiliser des éléments statistiques, on va passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire du mal-être et de la souffrance de l'individu qui est en face de nous. Ou de l'animal. Vous avez une jolie analogie. Vous dites on teste les psychotropes en tenant la souris par la queue. On mesure le temps de gigotage. Mais comment mesurer la tristesse, l'abandon, la lassitude, le désamour ? Mais évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médicaments qu'on propose, ils ont été testés sur ce qu'on peut faire. Une fois de plus, je suis pas dans la critique, heureusement que ça existe, les traitements antidépresseurs. Mais les traitements antidépresseurs, il faut aussi les remettre dans le contexte de ce pourquoi ils ont été créés et de dire que voilà, ça n'est pas une réponse. Et puis voilà, on peut aujourd'hui en France, on peut prescrire pendant 20 ans un traitement antidépresseur, mais pas une seule séance de psychothérapie. Ce qui montre bien que le déni ou le flagrant déni des maladies psychosomatiques, il n'affecte pas que le patient, il n'affecte pas que le médecin, mais il affecte la société tout entière. Quand on dit, quel est le signal quand on dit que les psychothérapies sont pas remboursées? Le signal, il n'est pas très difficile à comprendre. Il signifie rien d'autre que les psychothérapies ne servent à rien, puisque de toute façon, le psychisme, ça n'existe pas vraiment. Ça n'a aucune réalité tangible. On va laisser ça pour les religions, on va laisser ça pour les croyants, on va laisser ça pour autre chose, ou pour les imbéciles, mais de vous à moi, on le sait bien, et on va pas rembourser quelque chose qui va soigner un organe qui n'existe pas. Il est là, le déni. Alors, les solutions, rêver la médecine de demain. Alors les solutions, j'espère qu'il y en a. Vous dites, j'ai parlé dans mon lancement d'un nouveau contrat. Ce serait quoi, docteur Benwalid, le nouveau contrat ? Le nouveau contrat, c'est d'abord d'accepter, d'envisager le patient et l'être humain dans toutes ses dimensions. Et pas uniquement dans sa dimension biologique, mais d'accepter qu'il y a une dimension biologique, mais qu'il y a une dimension historique, une dimension psychologique qui est tout aussi réelle et concrète que la dimension biologique. Donc d'abord, c'est l'écoute. La première des choses, c'est que quand un patient vient nous dire j'ai mal, c'est pas de lui dire les examens sont normaux, tout va bien. Non, j'ai mal, ça ne va pas. C'est adopter une position basse. Le médecin, il a une position habituellement haute, c'est-à-dire que c'est le sachant. Alors oui, je suis sachant quand je parle d'épilepsie, par exemple, je suis sachant, je connais à peu près le mode d'action des médicaments, l'évolution de certaines maladies. Mais lorsque le patient vient me raconter qu'il a des symptômes pour lesquels je n'ai pas de maladie à diagnostiquer, à ce moment-là, je suis plus du tout en position haute. Tout le savoir, il est pas chez moi, mais il est chez le patient. Et déjà, la première étape qui consiste à dire vous avez mal, ok, ça c'est la base, j'ai compris. Vous avez vraiment mal, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Je vous crois, vous avez mal et c'est terrible pour vous. Rien que cette écoute-là, je vous jure que dans le regard des patients, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire, c'est étonnant parce qu'ils ont perdu l'habitude d'être dans une situation où on accorde du crédit à ce qu'ils vont dire. Donc la première étape pour rétablir... C'est un des reproches récurrents qui est fait à la médecine d'être trop technique et finalement de ne pas suffisamment écouter. Et puis quand elle est technique et qu'elle a rien trouvé, elle considère qu'il y a rien. Ce qui est quand même, ma foi, problématique. Donc la première étape, c'est vraiment l'écoute. Et la deuxième étape, c'est d'essayer de donner ou de proposer une prise en charge qui va impliquer le patient et dans laquelle on va essayer de lui
administrer l'ensemble des possibilités thérapeutiques et pas que des thérapeutiques pharmacologiques qui vont concourir à l'amélioration de son bien-être ou de sa santé. De le mettre au cœur de la prise en charge, ça reste quand même très très vague, ça. Non, de le mettre. Alors c'est pour ça que moi j'ai développé effectivement 4 piliers qui me semblent être absolument fondamentaux de la prise en charge du patient. Les 4 piliers de la médecine sans frontières. C'est quoi la médecine sans frontières ? La médecine sans frontières, c'est celle qui ne fait pas dans le psychosomatique, c'est-à-dire qui n'oppose pas le psychologique au somatique. Parce que c'est forcément une erreur, parce que le somatique, on sait tout ce que c'est, et le psychique, du coup, si le psychique se définit en opposition au somatique, alors le psychique n'existe pas, puisque nous sommes tous des êtres physiques. Donc effectivement, les 4 piliers, c'est ce que j'ai dit avant, le premier pilier, c'est le pilier vétérinaire. Aucun médecin ne devrait pouvoir être médecin s'il n'a pas les capacités à être un excellent vétérinaire. Mais pas seulement vétérinaire. C'est un des 4 piliers. C'est-à-dire que tout médecin qui se déclare médecin et qui n'est pas un bon vétérinaire, on ne faut pas aller le voir. Je crois que c'est normal. Il faut pouvoir proposer le meilleur traitement. Il faut pouvoir continuer à augmenter l'espérance de vie, à proposer les médicaments les plus efficaces. C'est absolument nécessaire et on ne peut pas faire l'économie de cette médecine-là. Par contre, vous dites qu'il n'y a aucun médicament pour les secrets de famille, les deuils difficiles, l'angoisse de mourir. Il n'y a pas de médicament pour ça. Et pour autant, ça impacte beaucoup les patients dans leur santé. Donc, il n'y a pas de médicament parce que tout simplement, ça ne traite pas le bon organe, si vous voulez. Donc la médecine vétérinaire, c'est une première chose. Bien évidemment, il y a la prise en charge psychothérapeutique. Alors là aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très, voire peut-être même trop développé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de branches différentes. Mais j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a la volonté de prendre en charge le patient sur un plan psychique, quelle que soit la méthode que l'on peut offrir, que ce soit la psychanalyse, que ce soit les thérapies cognitivo-comportementales. Vous dites du bien de l'hypnose. Moi, je dis bien de l'hypnose parce que je pratique l'hypnose et que moi, ça m'a apporté j'y ai trouvé beaucoup de résonance avec ce que je pensais de la médecine. J'ai beaucoup aimé l'image que vous développez. Vous dites en fait l'hypnose, elle développe le propre système d'exploitation du patient. J'ai trouvé que ça. Oui, c'est ça. L'hypnose, une fois de plus, dans ce que je disais avant, c'est vraiment être en position basse. C'est-à-dire, moi, je ne sais rien de ce que vous avez en tête. Je peux vous dire ce que c'est que l'épilepsie ou la CEP ou un AVC, mais par contre, ce qui va générer chez vous ce symptôme, j'en sais rien. Donc la première étape, c'est de dire, moi, j'en sais rien. Je vais juste essayer de vous mettre vous sur la piste, de pouvoir trouver éventuellement des ressources ou des solutions. Donc les psychothérapies. Ensuite, il y a les prises en charge physiques. Bien évidemment, on n'est pas qu'un esprit, donc il faut pouvoir proposer à son patient une approche avec du mouvement, une approche avec de la kinésithérapie ou avec auprès d'un ostéopathe, quelque chose qui va apporter à la parole le mouvement. Et puis là aussi, c'était un peu une dérive de la psychanalyse que de dire que finalement tout était basé sur la parole. C'est vrai que depuis Lacan, l'homme est un être de parole. Or, il y a tout un tas d'émotions, tout un tas de perceptions sensitives qui vont passer par d'autres canaux que la parole. Et bien le toucher, on est une société où on ne touche pas suffisamment. Le toucher, la vision. Je me rappelle les premiers ouvrages de Boris Cyrulnik qui insistaient beaucoup sur le toucher. Évidemment, ça veut dire que tous ces sens doivent être mis à contribution pour essayer d'améliorer le patient dans une situation donnée. Et puis aussi la prise en charge du levier placebo. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est parce que c'est bête, mais c'est un levier qui est extraordinairement puissant, qui est très différent d'une personne à l'autre. C'est un levier. Ce levier, ça peut passer par de l'homéopathie, mais ça peut aussi passer par des pèlerinages, ça peut passer par plein de situations qui finalement vont apporter ou vont permettre aux patients d'actionner des leviers qu'aucun médecin ne connaît. Et donc de pouvoir améliorer ou concourir à l'amélioration de santé du patient par des truchements qui sont inaccessibles intellectuellement pour le médecin et même souvent par le patient parce que ce sont des processus qui sont très inconscients. Je trouve que quand on a ces 4 piliers-là, a priori on fait pas de bêtises et en plus on a tous les ingrédients pour pouvoir améliorer ça. Donc je pense que ça c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre. Moi je sais à Strasbourg où je travaille, c'est un projet que qu'on est en train de mettre en œuvre avec quelques associés. Vous parliez des réseaux, du lien qui n'existe plus entre les deux types de médecine. Il faudrait des médecins qui soient coordonnés, une coordination de réseau. Il faut que les médecins soient coordonnés, qu'ils puissent discuter entre eux et qu'ils puissent discuter avec le même langage. C'est-à-dire que on se tire pas dans les pattes chacun en disant ça c'est de la médecine allopathique, ça va pas le faire, ou alors ça c'est plutôt cette approche-là qui va être préférable. Non, c'est très important que pour le bien-être du patient, on puisse se coordonner, on puisse s'entendre, un peu comme des parents vont s'entendre pour l'éducation de leur enfant. Je vous ai coupé sur votre expérience strasbourgeoise. Non, c'est une expérience simplement qui justement vise à mettre en pratique un peu ces éléments-là, c'est-à-dire proposer aux patients un accueil à la fois physique mais également psychique.
pour vraiment briser le tabou en disant, on n'a pas besoin d'aller chez le psychologue quand on a un trouble mental. On va chez le psychologue à partir du moment où il y a une difficulté émotionnelle à surmonter. On va bien chez l'ophtalmologue qu'on voit pas bien quand on a une difficulté psychique ou quelque chose qui relève du psychisme. Eh bien, il faut pouvoir aller chez le psychologue, briser ce tabou et pouvoir proposer, à la fois travailler en concert avec le médecin traitant qui lui va s'occuper de la partie pharmacologique et vétérinaire, pouvoir travailler sur le corps avec des kinés, avec de l'activité physique adaptée et pouvoir travailler avec une partie d'éducation, donc ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, pour mettre le patient justement au cœur de sa prise en charge. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. La première étape, c'est la communication. C'est apprendre, parfois même très tôt, à l'école, qu'un être, il est à la fois un être de fait de chair, de sang, mais également d'histoire, de lettres et d'émotions, et que les bleus à l'âme, ça existe aussi, et que c'est pas seulement des ecchymoses au niveau de la peau. Vous dites, l'homme a besoin d'être soigné par l'homme et pas par des machines et des programmes, même s'ils font mieux les diagnostics que lui. Je crois que dans ces temps où effectivement la question de l'intelligence artificielle se fait de plus en plus aiguë, c'est un sujet qui est important. Et oui, l'homme a besoin d'avoir un médecin en face. Déjà parce que l'erreur est humaine et que on acceptera l'erreur d'un médecin humain, mais pas forcément d'un ordinateur. Et parce que la médecine, ça n'est pas seulement de l'algorithme. L'être humain dispose d'une complexité qui transcende la question algorithmique. Est-ce que cette révolution est en marche, Dr Benoît Linde ? Alors, je ne sais pas si elle est en marche. En tout cas, on y travaille. C'est pour ça que je suis là. C'est pour pouvoir en discuter avec les patients. Comme Charlie Chaplin dans les temps modernes qui débouche avec son drapeau. Non, mais il y a plein de gens qui travaillent de manière magnifique dans cette. Je connais Alain Toledano de l'Institut Raphaël, qui j'ai discuté il y a pas longtemps, qui propose une démarche tout à fait similaire. Je suis bien entendu pas le seul, mais c'est quelque chose qu'il faut promouvoir et dont il faut parler. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Non, ce n'est pas que dans votre tête, aux éditions Marabout. Bon retour. Merci Serge.